Bonjour à tous et bienvenue pour nos Agora de l'Humanité consacrées à l'énergie et à la transition énergétique. J'ai le plaisir et la joie de recevoir en visio et en plateau trois intervenants pour parler de ces enjeux. Alors, premier intervenant, Nicolas Nasse, vous êtes chargé de campagne énergie pour Greenpeace. Deuxième intervenant que je salue aussi, Sébastien Ménesplier, vous êtes secrétaire général de la Fédération Mine Énergie de la CGT. Et en studio, cette fois-ci à côté de moi, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Denise. Bonjour Hélène, vous êtes donc chargée de plaidoyer et de mobilisation à la Fondation Abbé Pierre. Alors pourquoi nous parlons aujourd'hui d'énergie? C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce secteur, des lois qui vont arriver, qui ont été prises en 2019 et qui vont arriver avec la Convention citoyenne. Et puis par ailleurs, il y a un gros projet de réorganisation d'EDF. Enfin, j'utilise le mot réorganisation, mais notre invité Sébastien Ménesplier va peut-être utiliser d'autres mots. Donc des choses bougent sur ce secteur. Pour lancer ce débat, nous sommes allés voir deux intervenants, un acteur de la construction et du BTP qui s'appelle Bérim, et un acteur de l'eau et de l'assainissement de l'eau, le SIAP. Tous ces deux acteurs ont finalement intégré dans leur process l'énergie et la transition énergétique. Ils vous expliquent comment et après on revient en plateau. Regardez. C'est le cœur du métier de Bérim, c'est d'aider les maîtres d'ouvrage à prendre des décisions. Parce qu'aujourd'hui, l'environnement législatif, il évolue régulièrement, ça devient très complexe. Il y a des composantes techniques, mais pas seulement, juridiques, financières. Donc effectivement, très en amont, les maîtres d'ouvrage se demandent comment faire pour développer un réseau de chaleur, combien ça va coûter, combien ça va rapporter, quelles sont les contraintes. Il y a plusieurs façons de faire, des régies, des concessions, et pourquoi telle ou telle solution. Donc très en amont, on va être là pour aider les maîtres d'ouvrage à prendre des décisions. À partir du moment où il a pris sa décision, par exemple, construire un réseau de chaleur, de lancer une délégation de service public, il a besoin effectivement qu'on l'aide à choisir quel est le meilleur prestataire, un exploitant, aussi à l'aider dans le suivi du chantier quand il va falloir construire le réseau de chaleur dans la ville. Et également dans la vie, le réseau de chaleur ensuite, son exploitation, s'assurer que les engagements sont respectés, le prix de l'énergie, etc. Donc l'accompagnement, il est vraiment sur la durée de vie du réseau. Nous sommes actuellement maîtres d'œuvre sur un projet de construction d'un réseau de chaleur biomasse, sur un Bussy-Saint-Georges par exemple, où on accompagne le futur exploitant. Alors là, on est une position, on n'est pas assistant maître d'ouvrage, on est maître d'œuvre, mais on accompagne l'exploitant dans la conception et réalisation d'une chaufferie biomasse gaz, donc bois et gaz, et aussi sur la construction du réseau. Donc on peut effectivement soit intervenir pour le maître d'ouvrage directement, la ville, soit intervenir pour l'exploitant et qui a aussi besoin d'ingénierie. Donc ce sont les deux schémas sur lesquels on peut se positionner sur un réseau de chaleur. Ah oui, les énergies renouvelables, oui, ça prend une part de plus en plus importante, effectivement, parce que déjà, elles s'inscrivent dans la stratégie nationale bas carbone de l'État, sur l'augmentation du taux d'ENR, le taux d'énergie renouvelable dans les réseaux de chaleur, avec tout un tas d'incitations, notamment la TVA. Aujourd'hui, les collectivités peuvent bénéficier d'une TVA à taux réduit, à condition qu'elles aient plus de 50% d'ENR, d'énergie renouvelable. Donc elles sont, j'ai envie de dire, obligées de trouver les solutions. Les chaufferies qui étaient au départ au gaz, est-ce qu'on va faire de la géothermie, est-ce qu'on va faire de la biomasse, ou les deux? Effectivement, les énergies renouvelables, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Disons que c'est le bouquet d'énergie renouvelable qui est en train de s'étendre. Aujourd'hui, on s'inscrit, par exemple, très clairement dans le plan de relance de l'État. Donc, on est en train de parler d'hydrogène, par exemple. Aujourd'hui, 3 mois en arrière ou 6 mois en arrière, on n'aurait pas forcément trop parlé d'hydrogène. Alors qu'aujourd'hui, ça y est, il y a beaucoup des gros budgets qui sont a priori prévus pour développer ce nouveau mode de stockage d'énergie. Donc, par exemple, ça, c'est typiquement une technique qui n'était pas encore à notre disposition. Et aujourd'hui, on s'inscrit pleinement, par exemple, dans l'hydrogène. Jacques Olivier, vous êtes directeur général du SIAP, qui est le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne. Le cœur de métier historique du SIAP, c'est l'eau et l'assainissement. Mais depuis quand le SIAP s'est-il intéressé et a-t-il intégré les exigences climatiques et les questions d'énergie
dans son métier? Alors, je dirais que c'est une vieille histoire, hein, puisque la première usine du SIAP, c'est une usine de Sénaval, qui a été construite en 1940, mise en service en 1940, et qui produisait déjà du biogaz. Du biogaz, pourquoi? Parce que dans l'assainissement, on enlève toutes les matières solides de l'eau, donc on rend de l'eau propre à la rivière, et après il reste ce qu'on appelle les matières d'éboues. Ces boues, en se décantant, étant mises dans un méthaniseur, produisent du biogaz, et ce biogaz a été utilisé donc, pour l'énergie, soit pour hygiéniser les boues, comme on l'a fait pendant longtemps, ou bien pour d'autres procédés, notamment aujourd'hui sur Sénaval par exemple, alimenter des turbines électriques qui produisent donc de l'électricité pour les besoins de l'usine. Ça, c'est un des premiers gisements, je dirais, donc d'énergie. Le deuxième, c'est celui contenu dans les eaux usées, puisque les eaux usées sortent, je dirais, donc, du traitement biologique à environ 13 à 14 degrés. Et bien sûr, c'est de la chaleur qu'on peut récupérer et qu'on peut utiliser dans d'autres procédés. Et nous avons notamment un certain nombre, je dirais, de projets pour utiliser la chaleur de ces eaux usées. Quels sont ces projets, justement? Alors, il y en a un qui va devenir très concret, puisque c'est notamment sur l'usine de pré-traitement de Clichy, donc à la sortie de Paris. Il faut savoir que les égouts parisiens convergent tous sur Clichy. Ces eaux sont envoyées après sur les différentes usines du SIAP, et à Clichy, nous pouvons donc utiliser donc, cette chaleur des eaux usées. Et là, nous avons un projet donc, de récupérer cette chaleur pour la vendre donc, à un producteur de chaleur qui lui-même alimente, je dirais, Clichy ainsi que le Valois-Perret. Nous sommes sur un projet assez important avec nos collègues du SICTOM, qui est le syndicat donc, intercommunal de traitement des ordures ménagères. Et nous avons un projet qui est un projet assez phare pour mélanger à la fois les boues donc, provenant des eaux usées avec les matières fermentescibles des ordures ménagères. Tout ça pour augmenter, je dirais, cette production biogaz que nous allons transformer en biométhane pour après, je dirais, être versé dans les réseaux de GRTgaz ou de GRDF. Après, donc sur d'autres projets, nous avons beaucoup de sollicitations, notamment de la part de GRDF ou de GRTgaz, qui sont obligés, au travers de la loi d'ailleurs, de verdir leur approvisionnement. Et donc, bien évidemment, il y a là un gisement qui est important. On a besoin de toutes les formes d'énergie, notamment, je dirais, dans notre pays, dans d'autres pays. Et donc, c'est en ce sens de complémentarité que nous intervenons. Et au final, alors vous vous considérez comme un acteur de la transition énergétique? On est un acteur de la transition énergétique, dans la mesure, effectivement, où, je dirais, les stations de dépollution des eaux usées ont maintenant, je dirais, vraiment l'ambition de tirer parti de toutes les ressources qu'il y a dans les eaux usées, donc la partie, les boues, mais il y a aussi dans l'eau donc, du phosphore qui vient de la lessive, il y a l'azote qui vient de nos urines et tout ça, et donc on a effectivement une volonté de récupération de ces ressources pour les mettre donc, au service de l'ensemble des citoyens, et notamment pour, je dirais, préserver les ressources de notre planète. C'est en ce sens où, effectivement, qu'on peut se définir comme un acteur de la transition énergétique. Nous voulons être doublement acteurs, à la fois parce qu'il y a un intérêt, je dirais, et une perspective nationale et une volonté nationale de cette transition énergétique, mais aussi parce que notre boulot, c'est de faire aussi que, je dirais, notre métier coûte le moins cher possible aux usagers. Jacques Olivier, merci beaucoup. Merci. Alors Nicolas Nas, vous avez entendu nos deux témoignages. Je rappelle que vous représentez Greenpeace pour nos Agoras de l'Humanité. Donc vous avez entendu nos deux intervenants qui expliquaient comment ils se sont saisis au fur et à mesure des enjeux d'énergie et de transition énergétique, alors que c'était pas forcément leur métier de départ. Donc ils parlent de transition énergétique, ils parlent de sources d'énergie différentes, même de réchauffement climatique. Alors vous, à Greenpeace, vous êtes sur ces enjeux-là depuis très 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 longtemps. Faisons un point avec vous sur la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Où en est-on actuellement de la tendance de la France ? Globalement, elle est assez mauvaise. Le gouvernement il a fêté récemment les 5 ans de la COP21, donc en grande pompe, donc l'accord climat le plus ambitieux jamais réalisé, pas assez ambitieux selon les scientifiques, et surtout non contraignant pour les États. En France, il y a eu beaucoup de blabla, beaucoup d'annonces. Emmanuel Macron autoproclamé champion de la Terre, Make Our Planet Great Again.
mais au final assez peu de concret et de résultats. Si on regarde les chiffres en termes d'émissions de gaz à effet de serre sur le territoire, ce qu'on appelle l'inventaire national, on a eu une baisse depuis les années 2000 qui se ralentit dans les 5 dernières années. Mais si on prend en compte l'ensemble des émissions, y compris les importations de ce qu'on appelle l'empreinte carbone, on voit qu'on n'a aucune progression en 20 ans. Donc c'est un échec de la politique du gouvernement, qui nous dit qu'il atteindra la neutralité carbone en 2050. Dans les faits, on est loin du compte et pas du tout sur la bonne trajectoire ou dynamique. Là, on a un plan de relance de 100 milliards qui a été fait pour la France de demain. Et selon le Haut Conseil pour le climat, sur ces 100 milliards, il y en a 29 milliards seulement qui sont favorables à une baisse des émissions. Et plus de 70% donc qui ne baissent pas les émissions et qui restent en fait dans le monde d'avant sur une trajectoire vers plus 3, plus 4, plus 5 degrés. Et enfin, si on regarde la Convention citoyenne pour le climat, donc il y a une expérience démocratique très intéressante avec des propositions qui ont abouti, qui sont ambitieuses et concrètes. Mais le gouvernement n'a fait que les détricoter avec des jokers, et notamment les mesures les plus phares et les plus structurantes. Donc la taxe sur les dividendes, le moratoire sur la 5G et les entrepôts d'e-commerce, l'interdiction des extensions des aéroports et la rénovation globale obligatoire des logements. Donc tout ça, ça a été écarté et globalement, le gouvernement essaie de faire passer les pilules avec un référendum dont on n'est pas trop sûr de sur quoi il va aboutir. Alors, si on a bien compris que autant on avait pu faire une petite fête pendant la COP 21 pour fêter les accords de Paris il y a 5 ans, passé ce laps de temps, le compte n'y est pas vraiment, même pas du tout. Greenpeace, alors quelles sont les revendications de Greenpeace ou les axes forts d'action pour arriver à lutter efficacement contre le réchauffement climatique? Vous avez commencé à en esquisser quelques-unes, mais quel est le projet global? Alors, ce qu'on porte à Greenpeace, c'est en fait avec une partie de plus en plus importante de la société civile, c'est la volonté de repenser en profondeur nos modèles de société pour construire ce qu'on appelle le monde d'après. Et ça passe par repenser toute notre dépendance à l'ensemble des secteurs d'émissions. Pour en citer quelques-uns, il y a la question de l'alimentation et de l'agriculture, avec notamment notre forte dépendance et émissions liées à l'élevage, et notamment l'élevage industriel qui importe énormément de soja du Brésil qui contribue à la déforestation. Il y a aussi la question des transports. On l'a vu avec la crise du Covid, on ne peut plus continuer dans une volonté de croissance de l'aviation. Il faut arrêter immédiatement tous les projets d'extension des aéroports. Un peu la même chose pour le transport individuel. Il faut programmer la sortie des voitures individuelles thermiques et fossiles et les substituer par des réseaux de transport en commun fortement développés, notamment autour du ferroviaire. Sur les bâtiments, je l'ai évoqué aussi, il faut un vaste plan de rénovation énergétique globale des logements et des bâtiments publics, accompagné d'aides pour les petits propriétaires et les bailleurs. Globalement, il faut à chaque fois prendre en compte à la fois les aspects climatiques, écologiques et les aspects sociaux, parce que on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, les deux sont intimement liés et on ne s'en sortira pas si on ne réduit pas les inégalités. Alors on voit bien que ce que vous proposez, c'est un vrai projet de société. Alors maintenant, il reste à savoir avec qui on le fait. Du coup, là, je me tourne vers Sébastien Ménesplier. Donc vous êtes secrétaire général de la Fédération des mines et énergies de la CGT. Vous menez actuellement avec les autres syndicats d'EDF et de l'énergie, des énergéticiens, une grande mobilisation contre le projet Hercule qui vise à remodeler EDF en fonction d'impératifs du marché et grosso modo en scindant d'un côté les activités de production qui coûtent cher et puis celles qui rapportent en les ouvrant à la privatisation. Donc ça pose la question de qui fait quoi dans cette transition énergétique, qui la porte, les services publics, est-ce qu'ils sont dedans ou pas, comment vous voyez l'évolution? Oui, en effet, on a un véritable enjeu aujourd'hui sur le secteur énergétique. Alors nous, tout d'abord, la lutte que l'on mène, elle est pour l'intérêt général. On considère
que l'énergie, c'est un bien de première nécessité et qu'il est important qu'on puisse offrir aux citoyens, aux usagers de l'énergie, un accès réglementé de l'énergie, donc que ce soit l'électricité ou le gaz, donc un tarif réglementé. Et aujourd'hui, malheureusement, les directives européennes et les lois françaises contribuent à mettre en péril ce système qui, depuis 1946, a été organisé par un service public en France. Ça s'appelle donc la libéralisation du marché du gaz et de l'électricité, qui n'a fait augmenter que la précarité énergétique, puisqu'on atteint aujourd'hui un niveau de 13 millions de précaires énergie en France. On voit bien donc que ce système libéral ne convient pas du tout à la société et qu'il faut repenser un système beaucoup plus solidaire qui permette aux citoyens lambda qui habitent dans les pays d'outre-mer, en France, donc en métropole, à la campagne, à la montagne ou dans les grandes villes, de pouvoir bénéficier d'un accès à l'énergie à un tarif réglementé. C'est ça la lutte que mènent aujourd'hui les électriciens et gaziers dans les industries électriques et gazières. Mais par contre, je pense très sincèrement qu'il faut qu'on ait un débat de fond réel et surtout honnête avec les citoyens, car on ne peut pas leur faire croire que demain, avoir une dépendance énergétique individuelle ou organisée à la maille départementale ou régionale, parce qu'on aura démultiplié les systèmes d'énergie renouvelable notamment, ça va suffire à équilibrer un réseau et leur permettre du 1er janvier au 31 décembre de pouvoir accéder à l'énergie, à un tarif réglementé qui pourra être intégré dans l'économie du foyer. Et je pense notamment, malheureusement, aux foyers les plus précaires qui aujourd'hui ont déjà du mal à pouvoir se chauffer quand il fait froid, ou même ne serait-ce que pouvoir se laver à l'eau chaude, ou en tout cas utiliser des appareils énergétiques pour pouvoir faire à manger. Et c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Donc la réalité d'aujourd'hui impose un grand débat public. Est-ce que vous avez des soutiens? Est-ce que vous pensez que la bataille peut être gagnée? J'imagine que oui. Écoutez, en tout cas, on se bat pour. On voit bien que du côté des élus politiques de l'opposition, il y a beaucoup d'interventions dans les débats de l'Assemblée. On a aujourd'hui l'espoir, en tout cas, d'être soutenu par l'ensemble de l'opposition. Ça ne suffira pas. Il faut qu'on arrive aussi à convaincre la majorité, les maires de France, mais aussi l'ensemble des élus, finalement, qui se situent dans les territoires. On a réellement besoin en France d'une politique énergétique qui, certes, de toute façon, doit s'inscrire, en effet, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ça, c'est incontournable. Je crois que, pour le coup, on a besoin d'une prise de conscience générale sur le sujet. Mais en même temps, on ne peut pas faire croire à tout le monde que finalement, demain, parce qu'on va installer une éolienne ou des panneaux photovoltaïques sur son toit et une éolienne dans son jardin, ça va suffire à résoudre le problème. Non. Il faut que la France, elle puisse se doter d'abord d'une production d'énergie pilotable, c'est-à-dire une énergie pilotable qui permette de pouvoir équilibrer le réseau d'électricité. Et quand on a du froid, ou quand on a du vent, ou quand on a une période climatique dégradée, quelle que soit la saison, si on n'a pas un équilibre du réseau aujourd'hui, ça peut engendrer des délestages qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les foyers. Et c'est ça qu'il nous faut éviter. Malheureusement, la solution aujourd'hui en France, parce qu'on ne peut pas stocker l'énergie, c'est en effet de pouvoir avoir une production pilotable qui existe réellement par son parc hydraulique, par le parc nucléaire. En tout cas, avec les énergies renouvelables, on ne peut pas aujourd'hui faire croire que cette production, elle est pilotable. Ce n'est pas vrai. Je me tourne vers notre troisième intervenante, donc Hélène Denise, de la Fondation Abbé Pierre. Il se trouve que
la Fondation Abbé Pierre parle depuis très longtemps de précarité énergétique pour expliquer qu'il y a toute une partie de la population française qui n'a pas accès ou mal accès à l'énergie, qui a du mal à se chauffer. Déjà, est-ce que vous pouvez nous définir cette idée de précarité énergétique? Et puis après, on verra quels sont les leviers pour lutter contre la précarité énergétique. Oui, déjà, je vais rebondir sur les vidéos que vous nous avez montrées. Nous aussi, à la Fondation Abbé Pierre, ça fait quelques années qu'on parle de ce sujet, mais finalement, on a quand même été habitués à parler de logement, de mal logement. On était très peu invités pour parler d'écologie. Et pour nous, le sujet qui vient vraiment rencontrer les questions écologiques et sociales du mal logement, c'est la précarité énergétique. Donc pour ceux qui ne savent pas, pour l'expliquer, la précarité énergétique, ça concerne les personnes qui ne peuvent pas se chauffer, qui n'y arrivent pas ou qui n'en ont pas les moyens du fait de leurs difficultés financières ou bien des mauvaises performances thermiques de leur logement. Et comme l'ont très bien dit mes co-intervenants, 12 millions de personnes sont concernées en France, ont froid chez eux, avec des conséquences sanitaires et sociales qui peuvent être très très graves, des développements de maladies, notamment chez les enfants, qui peuvent être dramatiques. Et souvent, ces personnes vivent dans des passoires thermiques, dans des logements qui sont très mal isolés, qui affichent une consommation de plus de 330 kWh par mètre carré par an en énergie primaire, ce qui correspond à des niveaux F et G sur le diagnostic de performance thermique qu'on peut voir sur les logements. Et donc, c'est une vraie question, c'est un vrai problème. Et surtout, c'est un phénomène qui est émergent depuis quelques années, notamment à cause de la hausse des prix de l'énergie, mais aussi de la mauvaise performance des logements en France, et puis la hausse de la précarité. Et ça, c'est un sujet qui nous inquiète énormément en ce moment, avec la crise, qui voit une vraie augmentation de la précarité. On voit 30% de plus de demandes d'aide alimentaire, et le paiement des factures, c'est pas prioritaire. C'est-à-dire que les personnes, elles vont d'abord essayer de manger, elles vont essayer de payer leur loyer, et donc on a très peur de voir une vague d'impayés des factures qui va arriver, qu'on a déjà vu avant la crise entre 2018 et 2019, avec près de 17% d'augmentation des impayés de factures. Et puis, les personnes qui passent plus de temps chez eux, qui sont du coup avoir des factures d'énergie qui vont augmenter. Et puis également, des personnes qui sont confinées chez eux, qui télétravaillent dans des logements humides, mal isolés, mal ventilés, et qui peuvent avoir des conséquences très graves. Alors aujourd'hui, les réponses, c'est quoi? C'est d'aider les gens à payer leur facture d'énergie. Mais le problème, c'est que ce n'est pas forcément une réponse très écologique, parce qu'on les aide à payer, à dépenser plus dans des logements qui sont polluants. Ou alors, la vraie réponse à long terme, la plus efficace, c'est la rénovation thermique, en mettant vraiment une priorité dans la rénovation des passoires thermiques habitées par des ménages modestes, parce que c'est là que le taux d'effort financier est le plus grave, que là où les conséquences sociales sont les plus graves également, et là aussi où les économies d'énergie sont les plus faciles à faire, entre guillemets. Alors, est-ce que vous pensez, donc vous parlez de rénovation thermique, il me semble que ça intervient dans le plan de relance du gouvernement. Est-ce que vous pensez que là, c'est à la hauteur des enjeux, ou alors est-ce que vous militez pour plus? Oui, parce qu'un des principaux freins à la rénovation thermique des logements, notamment pour les plus modestes, c'est des niveaux d'aide qui ne sont pas suffisants. C'est-à-dire qu'un ménage très modeste, même avec des aides qui vont couvrir 65% du devis, ce n'est pas suffisant. 3 000 € même de devis, pour eux, c'est trop. Un prêt, ce n'est pas forcément possible pour tous les ménages. Donc les aides, elles ne sont pas du tout à la hauteur. Le Haut Conseil pour le climat, il a même dit récemment qu'il faudrait quadrupler les subventions publiques pour pouvoir atteindre les objectifs. Et ces objectifs, ils ne sont pas du tout à la hauteur. C'est-à-dire que le président de la République avait chiffré 500 000 rénovations thermiques par an. On n'y est pas du tout. Une baisse de la précarité énergétique de 15% en 5 ans, on n'en est qu'à 7,5%. Donc ce n'est pas du tout suffisant. Et avec le plan de relance, en effet, c'est positif. Ils ont ajouté sur la table 2 milliards d'euros en 2 ans pour les ménages. Alors par contre, c'est via une aide MaPrimeRénov' qui est du coup maintenant ouverte à tous les ménages, qui était avant seulement pour les ménages modestes et très modestes. C'est pas suffisant, 1 milliard par an pendant 2 ans, c'est pas stable. On n'a pas de visibilité à long terme. Il faut les quadrupler, comme dit au Conseil pour le climat. Et puis, surtout, c'est des aides qui vont devoir du coup être partagées par un plus grand nombre de ménages au détriment des plus modestes. Et donc, il faut vraiment aller vers des aides publiques qui soient suffisantes et qui permettent un reste à charge qui soit vraiment minimum pour les ménages modestes en passoire thermique.
On voit bien dans vos 3 témoignages que la transition écologique donc, est nécessairement une transition énergétique, mais qui doit allier aussi les enjeux sociaux. Alors Nicolas Nas, pour Greenpeace, comment vous envisagez, on en a parlé avec Sébastien Ménesplier, comment vous envisagez le service public de l'énergie à l'intérieur de cette transition ? Globalement, pour la transition énergétique, il faut que l'ensemble des services publics soient renforcés et restent forts. Parce que ce n'est pas qu'en ouvrant le marché à outrance qu'on va améliorer les choses, on le voit dans différents secteurs de la société. Sur la question du mix électrique de demain, c'est effectivement une question qui doit se poser dans la société et un vrai débat doit avoir lieu. Un débat qui aujourd'hui n'existe pas, est très caricatural et absolument pas maîtrisé par les politiques, que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique. La question qui se pose, c'est celle du remplacement des réacteurs nucléaires actuels, qui doit être prolongé, on ne sait pas jusqu'à quand, mais en tout cas à horizon 2050, ils seront quasiment tous arrêtés ou arrêtés tout court. Et la question, c'est par quand on les remplace, progressivement. Il y a le choix entre aller vers le nouveau nucléaire, construire massivement ce qu'on appelle des EPR, mais se pose la question de la faisabilité industrielle, notamment suite à une gestion assez catastrophique de la direction d'EDF depuis plusieurs années, un échec industriel et économique à l'EPR de Flamanville, et globalement pas mal de problèmes, notamment liés à le recours systématique à outrance à la sous-traitance et avec un manque de contrôle de la part des institutions. La question, c'est qu'est la part du nucléaire, qu'est la part des ENR. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire. Aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas faire un scénario 100% ENR en France en 2020. On ne demande pas à fermer toutes les centrales aujourd'hui. La question, c'est à horizon 2050, quel mix énergétique on veut, quelle part d'énergie renouvelable. Et c'est ça la question qui doit se poser dans la société. Comment, progressivement, on va faire évoluer notre mix énergétique avec le déploiement des énergies, avec le développement de la recherche sur le stockage, la question de l'hydrogène qui est aussi potentiellement porteuse de nombreux emplois, et comment, progressivement, si on fait un choix ou l'autre, on va reconvertir les emplois vers une industrie ou une autre, notamment, par exemple, en développant une vraie industrie française des énergies renouvelables qui aujourd'hui est insuffisante. Sébastien Ménesplier, donc est-ce que vous intégrez dans vos revendications le fait que finalement les Français ont eux aussi envie de participer à la transition, qu'effectivement ils ont envie de mettre parfois des panneaux solaires ou de travailler sur la rénovation thermique de leur habitation, ou alors d'y mettre une éolienne ou quoi que ce soit. Et comment vous conjuguez cette aspiration-là à participer et puis un acteur public fort ? Oui, de toute façon, on a besoin d'impliquer l'ensemble des citoyens sur ces enjeux de société. C'est avant tout pour protéger la planète, mais on a besoin de penser à nos enfants et puis aux petits-enfants, enfin, je veux dire, les générations qui vont venir se succéder et qui, espérons-le, pourront vivre dans des conditions meilleures. Et donc, finalement, les choix qui auront été faits auront été positifs. Ça se démontrera. Bon, je ne pense pas qu'on soit peut-être là, nous, pour les vérifier. En tout cas, on peut contribuer, en effet, par nos actions diverses et variées, à aboutir à des nouvelles solutions. Alors, individuellement, de toute façon, il faut avoir aujourd'hui conscience quand même que pour s'inscrire dans ces enjeux de société, il faut quand même avoir beaucoup d'argent. Parce qu'installer une éolienne dans son jardin ou des panneaux photovoltaïques, il n'y a rien de gratuit. Et si on n'a pas des prêts, même à taux zéro ou taux, on va dire, très bas, dans tous les cas, c'est quand même un investissement qui est conséquent. Donc aujourd'hui, que ceux qui ont les moyens peuvent le réaliser. Il faut être honnête. Et regardons un peu aujourd'hui partout en France comment l'habitation a évolué. Il est clair qu'il y a quand même beaucoup de progrès à faire. Encore une fois, je ne sais pas si l'éolien dans son jardin, les panneaux photovoltaïques sont des solutions. Nous, ce qu'on pense, c'est que de toute façon, quel que soit
le mix énergétique qu'on aura décidé finalement de se doter pour le pays. Alors nous, on a des solutions. On pense que de toute façon, le mix énergétique, à l'avenir, il doit intégrer l'ensemble des solutions. Donc ça veut dire que pour le nucléaire, il a toute sa place, les énergies renouvelables aussi, que ce soit, pourquoi pas, l'hydrogène à l'avenir. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il nous faut une maîtrise publique. Ça veut dire qu'il nous faut développer des filières qui sont maîtrisées dans un service public et pas par des capitaux privés. Il faut quand même être honnête aujourd'hui. L'ensemble de ceux qui organisent les parcs éoliens en France sont détenus par des sociétés privées. Elles ont été financées par les factures énergétiques des usagers. Ils sont taxés pour avoir rémunéré aujourd'hui ces acteurs. Et en plus, on incite EDF à baisser sa production issue du nucléaire pour pouvoir mettre ses énergies sur le réseau. Et c'est EDF qui doit, au bout du bout, s'effacer et financer ces opérateurs pour pouvoir leur permettre d'emmener l'énergie verte. Alors on peut en effet faire plein de publicité autour de l'énergie verte qui part de Ikea et qui arrive à la maison, mais en attendant, on a forcé EDF à payer ces opérateurs privés pour effacer sa électricité produite par le nucléaire pour permettre à l'énergie verte d'être sur le réseau. C'est un système d'incohérence et déstructurant qui est inadmissible. Et tout ça vanté par les directives européennes, encore une fois, et les lois françaises. Donc, une maîtrise publique, quelles que soient les filières énergétiques, c'est ça le plus important. S'il n'y a pas de maîtrise publique, si on laisse l'ensemble des opérateurs privés, aujourd'hui, finalement, avoir le dernier mot quant à la manière dont on va organiser l'équilibre du réseau d'électricité et gazier en France, bah, franchement, on peut toujours parler de réduire la précarité énergétique, mais moi, la solution, je la connais déjà, elle ne fera qu'augmenter, y compris les tarifs. Puisque depuis 20 ans, le gaz a augmenté de 75% et l'électricité de 35%. La facture énergétique d'un foyer aujourd'hui, c'est 33% de taxes. Alors, vous voyez un petit peu le modèle libéral où c'est qu'il a emmené les affaires. Donc si on veut en effet équilibrer un système d'un mix énergétique pour lequel je pense qu'on arrivera tout le monde à trouver des solutions sur finalement l'avenir, il faut impérativement que l'État soit détenteur des entreprises qui vont demain être le service public de l'énergie. Et donc, nous, on dit à la Fédération, la solution qui serait idéale, finalement, aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir un établissement qui regroupe l'ensemble de la production d'électricité et un établissement qui rassemble l'ensemble de la partie infrastructure gazière. Alors, quand je dis production d'électricité, j'entends bien entendu production, distribution, transport, commercialisation. C'est revenir à des établissements publics industriels à caractère commercial nationalisés, détenus par l'État. Et c'est l'État, avec les usagers et les élus politiques, qui, à un moment donné, prennent des décisions cohérentes qui permettent à tout le monde de s'y retrouver. Et surtout d'évacuer ceux qui, aujourd'hui, finalement, s'enrichissent avec un produit de première nécessité. Alors je me tourne vers vous, Hélène Denise. Donc pour la Fondation Abbé Pierre, on a entendu à travers les propos de Sébastien Ménesplier qu'il y avait des questions liées aux factures. Comment vous voyez, quel levier vous pensez, vous imaginez pour justement limiter la précarité énergétique et puis permettre à tout le monde d'avoir accès à une énergie pas trop chère et disponible tout le temps? Comme je le disais tout à l'heure, il y a la réponse en urgence, c'est-à-dire l'aide à la quittance, via le dispositif, par exemple, des chèques énergie qui sont alloués aux ménages précaires pour les aider à payer leurs factures d'énergie. Mais ça, c'est la réponse en urgence. La réponse à long terme, c'est la rénovation énergétique thermique de leur logement. Comme l'a dit Sébastien, ça peut coûter très très cher. On a un programme à la Fondation Abbé Pierre qui s'appelle SOS Taudis, qui est un programme d'éradication de l'habitat indigne. Et on aide
en subventionnant une partie des travaux pour combler les aides locales, pour que le reste à charge des ménages soit le plus faible. Et parfois, on a des devis qui atteignent 70 000 euros. 70 000 euros de travaux pour un ménage, s'il a 30% de reste à charge, s'il n'a pas des aides comme celle de la Fondation Abbé Pierre ou des aides locales, c'est impossible. Il ne pourra pas lancer les travaux. Donc il faut vraiment donner la priorité et massifier la rénovation thermique des logements. Il n'y a que comme ça qu'on pourra réduire la facture ou aussi, bien sûr, en réduisant le coût de l'énergie, bien sûr. Alors nous arrivons au terme de notre agora sur l'énergie. Juste pour conclure chacun, je voudrais vous proposer un petit exercice, essayer de définir en quelques mots les mots-clés, ce que vous mettriez derrière la définition d'une transition énergétique. Bon, on peut peut-être commencer par vous, Nicolas Nasse de Greenpeace. Alors, bon, vous avez moins de temps que les autres pour réfléchir à cette question, mais essayez de vous lancer. Alors, quel mot vous mettriez derrière transition énergétique ? En premier lieu, sobriété, c'est-à-dire ne pas consommer une énergie qui n'est pas nécessaire. Ensuite, efficacité, donc réduire les pertes, donc notamment sur la rénovation thermique. Et ensuite, une vraie vision pour la trajectoire du mix énergétique français, qui n'existe pas aujourd'hui. Bravo pour votre esprit de synthèse et pour vous être prêté au jeu. Alors Sébastien Ménesplier, maintenant, à votre tour, quel mot-clé vous mettez derrière transition énergétique ? Accès à l'énergie. L'efficacité me semble un mot aussi important et performance énergétique. Service public. Maîtrise publique. Quand on a maîtrise publique et service public, ça veut dire qu'on a derrière des choix politiques qui sont forcément cohérents finalement. Garantie de tarifs réglementés. Alors, dernière à se prêter à ce jeu, Hélène Denise de la Fondation Abbé Pierre. Quel mot-clé derrière la transition énergétique ? Une transition juste et sociale déjà, une transition qui vienne d'une ambition de la part, une vraie ambition des pouvoirs publics vers notamment la rénovation énergétique. Et il faut suivre aussi les préconisations des citoyens qu'on a pu voir. C'est vrai qu'on déplore que certaines mesures ne soient pas portées. Elles sont ambitieuses, justes et réalistes finalement. Donc je dirais d'être ambitieux et juste. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à notre agora sur l'énergie. Donc, merci à vous, Hélène Denise. Je rappelle que vous êtes à la Fondation Abbé Pierre en charge des questions de précarité énergétique. Nicolas Nasse, je rappelle et je vous remercie d'avoir participé aussi. Je rappelle que vous êtes à Greenpeace chargé des questions d'énergie et de climat. Et puis Sébastien Ménesplier de la Fédération Minénergie de la CGT. Merci beaucoup aussi de vous être prêté au jeu. Et puis à bientôt pour un nouveau rendez-vous sur ces thématiques.